Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les accouchements par le siège sont toujours problématiques. Et il en est des parturientes comme il en est des nations. Cela a été le cas des relations algéro-françaises, autrement dit entre les Algériens et les Français. Nés dans des conditions très difficiles de violence, de barbarie, d'atrocité, de dépossession, d'oppression, ces relations ne parviendront jamais, jusqu'à aujourd'hui, à s'apaiser, à sortir des épouvantables circonstances qui les fondent. À plus forte raison, malgré toutes les professions de foi et toute la bonne volonté du monde, qu'elles restent marquées par le syndrome colonisateur-colonisé. D'un côté, cette bien commode raison d'État qui n'a pas d'état d'âme à user de son ascendant de père fouettard, et de l'autre, des barons d'un régime prédateur qui a remplacé l'ancien colonisateur au pied levé, une sorte de proconsul de l'ancienne puissance tutélaire, la France, où ils ont installé leur pénate, leur résidence, leur famille, et le fruit de leur rapine. Plus simplement dit, un État français qui s'est donné une sorte de droit seigneurial sur des brisées et des chasses gardées. Et il a pris toutes les dispositions, bien avant l'indépendance de l'Algérie, pour que celle-ci reste dans son giron et qu'elle ne puisse évoluer que dans une perspective néocolonialiste, pragmatique et au moindre coût. Le plan Chasles, entre le 6 février 1959 et le 6 avril 1961, a été le premier jalon et la pierre angulaire des futures relations algéro-françaises avant même que naisse l'Algérie indépendante. Sans le plan Chasles, l'armée des frontières n'aurait jamais pu être aussi forte, perpétrer un coup d'État contre le GPRA et voler l'indépendance aux Algériens. Rappelons aussi, pour les sceptiques, que la quasi-totalité des officiers déserteurs de l'armée française avaient rejoint cette armée des frontières, qu'ils ont tous participé à la prise du pouvoir et que tous seront nommés, après l'indépendance, à des postes clés au sein de l'armée algérienne. Rappelons aussi, pour les sceptiques, que le très légaliste Charles de Gaulle avait autorisé un officier rebelle, Abdelaziz Bouteflika, dit le commandant Abdelkader el-Mali, à se rendre en France pendant les événements et à visiter les prisonniers d'Aulnay pour convaincre Ben Bella de marcher avec Boumedienne et de voler le pouvoir au GPRA. Une visite qui a eu lieu en décembre 1961, à quelques mois de l'indépendance. Il a fallu que le pouvoir français aide le même Bouteflika à obtenir un passeport marocain pour pouvoir lui permettre d'entrer en France et d'aller dans une prison française, visiter les prisonniers politiques les plus importants de la France d'alors. Il a donc fallu que le très légaliste, le très républicain président français, le général de Gaulle, se fasse violence pour accepter qu'un officier de l'armée rebelle, comme ils disent, entre en France avec un faux passeport, sous un faux nom très évocateur par ailleurs de la suite des événements, Boucharta. L'affaire sera conclue lors de cette visite. Ben Bella a accepté les conditions de Boumedienne, il a accepté de le nommer vice-président et ministre de la Défense. La suite est connue. Boumedienne prendra le pouvoir avec la bénédiction de l'ex-puissance coloniale et dans le même temps qu'il développera un discours très anticolonialiste à destination de la consommation locale, il respectera scrupuleusement les clauses dites secrètes des accords d'Évian, dont les essais nucléaires et biologiques.
57 expérimentations et essais nucléaires entre 1960 et 1966. 1967, diront certains. 4 explosions atmosphériques à Arghan, 13 explosions souterraines, 5 expérimentations à Ain Ekr, 35 essais complémentaires se tiendront à Hammoudia. Mais il n'y a pas eu que des essais nucléaires, il y a eu aussi plusieurs essais bactériologiques, de 1958 à 1978, à la base de B2 Namous, à l'ouest du Sahara algérien. Dans ses mémoires, le général à la retraite Ben Yelles affirmera que les essais se sont poursuivis dans le plus grand secret jusqu'en 1986. Ce sont là des faits qui se sont produits à l'insu du peuple algérien. Au cours de ces mêmes années où le régime faisait un fonds de commerce de ses discours anticolonialistes et anti-néocolonialistes, les mêmes relations chafouines, particulièrement malsaines, et où le régime algérien jouait le rôle du proconsul, ne se sont jamais démentis. Un régime qui avait été autorisé à puiser sans compter dans ses discours anti-français, dans le même temps où sa coopération avec l'État français se faisait très discrète, voire secrète, pour ne pas braquer le peuple algérien et lui montrer toute l'étendue des dégâts. En 1991, après la victoire du fils aux législatives, une inconnue, une aventure pour les services français, une inconnue qui pouvait compromettre les relations, que dis-je, la connivence algéro-française. Le président Mitterrand se fit très clair, il ne voulait pas que le fils passe et le processus électoral a été brutalement interrompu. Pire que cela, après la guerre civile, ou plutôt la guerre contre les civils, qui s'ensuivit et qui fit des centaines de milliers de victimes, un phénomène d'une rare gravité se fit jour, sous prétexte de coopération et de raison d'État. Le massacre qui se déroulait en Algérie, où la torture, les carnages de population, les exécutions sommaires se passèrent littéralement à huis clos. La presse française et de très nombreux intellectuels français ont littéralement étouffé les cris des suppliciés. Et ils sont parvenus à transformer des généraux criminels contre l'humanité en sauveurs de la République contre la barbarie terroriste. Le blackout atteignit un tel niveau de connivence que même des attentats commis contre des Français ou sur le territoire français furent relativement passés sous silence. Des journalistes français qui avaient transgressé la consigne non dite ont été remisés dans le placard à balai. Le même blackout fut observé pendant la prise en otage du président Bouteflika par une mafiocratie qui régnait en son nom, alors qu'il avait été terrassé par un grave AVC et qu'il était dans la plus totale incapacité de gouverner. Le président François Hollande, qui avait joué un rôle décisif dans le 4e mandat du même grabataire, s'était déplacé personnellement à Alger pour quelques heures, juste pour faire son fameux discours de l'alacrité et affirmer à la face du monde que le président Bouteflika était parfaitement en état de remplir ses charges, alors que celui-ci ne connaissait même plus son propre nom. Le président Macron avait laissé espérer pendant un certain moment qu'il n'allait pas adopter la même attitude que tous ses prédécesseurs. Son refus d'avaliser un 5e mandat pour Bouteflika et ses diverses déclarations sur sa volonté de ne pas s'ingérer dans les affaires algériennes, couplées à ses très courageuses déclarations sur le colonialisme, avaient laissé croire qu'un tournant allait être pris dans les relations algéro-françaises. Ce ne fut pas le cas. Le naturel est très vite revenu au galop.
Et la toute dernière déclaration du président Macron sur son homologue algérien, M. Tebboune, et tout particulièrement sur le Hirak, nous renseigne un peu sur la formidable influence des lobbies des généraux et sur les vieux plis d'une très malsaine relation qui n'en finit plus et qui n'en finit pas de creuser le fossé entre les peuples algériens et français. Pour les intérêts très étriqués, très sordides, d'une junte et de groupes d'influence en tout genre. Élysée de Macron sur Tebboune. L'Union, Algérie, Macron salue le courage du président Tebboune et souhaite que la transition réussisse. Le Parisien, Algérie, Macron de nouveau taxé d'ingérence par l'opposition. RFI. En Algérie, le soutien d'Emmanuel Macron au président Tebboune soulève des critiques. La Voix du Nord. Vive critique en Algérie après des propos d'Emmanuel Macron accusés d'ingérence. France-Algérie, relations ou connivence. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici Idir Noren, analyste politique. Merci Idir Noren d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Heureux de retrouver Brahim sur le plateau et vous retrouver aussi. Merci Brahim que vous venez donc d'annoncer. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Idir. Bonsoir. Et heureux aussi de te retrouver. Parfait. Alors, depuis l'Algérie, nous allons avoir pour de courtes interventions Hassan Mouali, journaliste, Karim Tabou, militant du Hirak et ex-détenu politique du Hirak, qui est avec nous et pour cause, puisqu'il vient de commettre, j'allais dire, un brûlot, une lettre qu'il fait, une lettre ouverte qu'il fait au président français, dont nous venons à l'instant de recevoir une copie. Nous allons le recevoir. Et Zoubida Assoul, avocate présidente de l'UCP, qui a elle aussi fait des déclarations très vives à la suite de ce qu'elle considère comme étant une ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. Alors, Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci Jamal. Merci. Bonjour à tous les amis, aux invités sur le plateau. Merci à vous. Ils vous saluent de leur côté. Alors, Karim Tabou, nous venons de recevoir une lettre. Je l'ai lue juste avant de rentrer en émission. C'est une lettre au terme très vigoureux, très musclé, j'allais dire, qui ne vont pas par quatre chemins, où vous interpellez tout simplement le président. Mais je vous laisse vous exprimer sur cette question, Karim Tabou. Merci. Effectivement, moi, d'abord, j'ai réagi à titre de citoyen. Je ne veux pas rester sans rien faire face à ces déclarations. Nous avons déjà subi par le passé ce genre de déclarations d'une manière très violente et très dure. Souvenez-vous, lorsque tous les Algériens s'interrogeaient sur l'état de santé de Bouteflika, Hollande débarque sur Alger, il s'entretient entre guillemets avec Bouteflika et il sort, il fait une déclaration dont le contenu était frôler le racisme, frôler tous les dépassements. Lorsque devant Bouteflika, que les Algériens savaient bien qu'il ne prononçait pas aucun mot, lui, il nous disait qu'il n'a jamais rencontré un président d'une telle alacrité intellectuelle et qu'il aurait parlé de la Libye, du Mali, etc., alors que les affaires algériennes étaient complètement suspendues à l'avis de son médecin. Et puis de nouveau... Pour donner de l'avis à vos mots, nous allons d'abord écouter M. Hollande, que vous venez de citer, dans son fameux discours de l'alacrité. Je vous rends la parole.
président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, et il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Je vous laisse poursuivre, Karim Tabou. Et puis, en cohérence justement avec cette approche des choses qui fait que la France officielle continue de considérer que l'Algérie est son jardin. Elle fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, l'intervention de Macron, elle trahit l'homme qui, souvenons-nous, si Jamal, on a même fait un débat, je pense avec M. Iwanouran sur le plateau d'ailleurs, sur l'interview qu'il a donnée, qu'il a accordée au même journal, c'était entre les deux tours des élections présidentielles en France. Et qu'il avait dit dans cet entretien avec Jeune Afrique, justement, qu'il va soustraire les relations franco-africaines et franco-algériennes de la logique de réseau d'intérêt et des réseaux d'influence, et qu'il allait promouvoir des relations avec la jeunesse, avec l'élite démocratique, avec les jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il fait tout le contraire. Mais en plus du fait qu'il fasse le contraire, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui est historique, qui est extraordinaire, qui s'est passé dans ce pays entre son entretien, son premier entretien et le deuxième, c'est la révolution du peuple algérien. Ils étaient des millions à descendre dans la rue pour dénoncer justement ces manigances, ces connivences, ces logiques de réseau, ces logiques d'intérêt qui ont tenu en otage tout un pays pendant des décennies, et ce pays n'a pas avancé, bien au contraire. Il est devenu un simple sous-traitant de la France, pour ne pas dire que Macron nous regarde comme un troupeau de moutons. Je m'excuse pour l'expression. Macron regarde les Algériens comme un troupeau de moutons. On ne peut pas comprendre comment que des millions d'Algériens sont descendus dans la rue pour revendiquer la démocratie, la citoyenneté, dans une logique pacifique, j'allais dire impossible à mesurer, alors que c'est un pays qui a vécu des traumatismes profonds, qui a vécu de la violence, et il donne une leçon de pacifisme lorsque des millions d'Algériens sont descendus dans la rue, dans 48 wilayas, sur une superficie qui fait 5 fois la France. Et ils étaient des millions, et sans casser un lampadaire, et sans casser une vitre, et sans avoir fait usage d'aucune violence. Ils bafouent tout ça, ils balaient tout ça, et ils considèrent que le Tebboune le soutient. Il lui apporte non seulement son soutien, mais les deux mots importants qu'il a utilisés dans son interview, dans ses propos, c'est courageux et soutenir. Alors, Karim Tabou, une question que personne n'a compris jusqu'à présent. Tous les gens à qui j'ai posé la question sont dans l'expectative, ils attendent d'être un peu réveillés, tellement sonnés par le mot. Monsieur Macron nous dit, je vous dis franchement, je ferai tout ce qui est en mon possible pour aider le président Tebboune dans cette période de transition. Or, ce mot de transition, Gaïd Salah, celui qui a imposé M. Tebboune aux Algériens, celui qui a fait ce président, avait traité ceux qui osent parler de transition de traîtres. Et M. Tebboune lui-même a dit qu'il n'y a pas de transition puisque les Algériens ont obtenu tout ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire lui, l'élu, le mieux élu depuis l'indépendance, et ils ont obtenu des élections présidentielles. Donc je me demande d'où a tiré ce mot de transition, M. Macron, un mot qui est l'ennemi juré de M. Tebboune et de celui qui l'a fait. En tout cas,
la transition dans la version souhaitée de Macron et dans la version du pouvoir algérien, c'est faire semblant de tout bouger pour que rien ne bouge. On sait très bien que la France s'acoquine avec ce régime, tout en faisant semblant qu'elle exige un peu de changement, de forme, un peu de transparence, mais la réalité, elle est là. Face ou bien au contraire, les élections du 12 décembre étaient peut-être les plus mauvaises de l'histoire de l'Algérie. Parce que par le passé, l'administration s'occupait de l'arrangement des chiffres, etc., et que le peuple était complètement désintéressé parce qu'il sait à l'avance que les élections sont faites d'avance et sont déjà organisées d'avance. Par contre, cette fois, les Algériens se sont mobilisés sur le terrain. Ils se sont rendus visibles. Et ils ont dit non, cette fois, nous ne laissons pas faire notre avenir par des gens qui ne sont pas mandatés. Et d'ailleurs, ils se sont mobilisés, ils étaient des millions. Donc, la nouveauté est que les Algériens étaient sur le terrain, avaient exigé définitivement la réforme, la démocratie, l'état de droit, la justice indépendante, etc. Face à ces mots, à ces revendications qui étaient portées par des millions, malheureusement, le pouvoir a mené une contre-révolution qui est tout le contraire de l'aspiration du peuple, en procédant par d'abord l'instrumentalisation de la justice, l'emprisonnement des militants, l'utilisation de propagande vile et ordurière contre le peuple. Et là, Macron vient appuyer la contre-révolution. En tout cas, l'histoire retiendra que Emmanuel Macron s'est dressé contre la jeunesse algérienne, s'est dressé contre le peuple algérien qui revendiquait la démocratie. Désormais, Emmanuel Macron a choisi son camp aux côtés de la dictature, du mensonge, de la rapine, de tout ce qu'on veut. Et il a tout simplement choisi son camp, c'est le camp de la dictature et c'est le camp du pouvoir. Karim Tabou, merci infiniment. Au plaisir de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes sous contrôle judiciaire et que vous avez vraiment pris un gros risque en venant dans notre chaîne. J'espère que les Algériens seront à vos côtés, comme vous l'avez toujours été du leur. Merci beaucoup, Karim Tabou. Au plaisir de vous retrouver. Alors, mes chers amis, c'est vrai que pour le moment, il y a 3 fortes réactions venant des partis dits de l'opposition. Karim Tabou, dont le parti n'est pas agréé, rappelons-le, qui est lui-même sous la menace d'une réincarcération. C'est dire le courage qu'il a eu en venant faire ces déclarations. Il y a M. Massem Belabès que nous essayons de joindre, qui a lui aussi vraiment rédigé un petit communiqué d'une condensation, d'une force absolument incroyable, et aussi Zoubida Assoul, qui a fait une déclaration publique très forte aussi. Mais sinon, mes chers amis, j'aimerais que nous puissions en parler à bâton rompu, le temps que nous puissions recevoir nos autres invités depuis l'Algérie. Quel est, à chaud, votre sentiment sur cette sortie de M. Macron qui a étonné un peu tout le monde? Je peux y aller ou tu... Oui, vas-y, parce que moi j'ai toujours un préalable. Ah d'accord. J'imagine. Je crois qu'il est en forme ce soir. Il croit qu'il va agréer tes préalables au pluriel. Quoi dire si ce n'est que M. Macron a été très malhabile. Je ne dirais pas son ingérence, son immixtion dans les affaires algériennes est intolérable. L'engagement politique, surtout à son niveau à lui crée obligatoirement des obligations. Le fait et puis c'est un discours qui est adressé à l'ensemble de l'Afrique aussi. Il faut rattacher à ce qu'il a, donc les commentaires qu'il a utilisés concernant M. Tebboune, quand il dit c'est un homme courageux, c'est un homme ceci, ils ne sont pas dans un échange de toast dans un domaine privé.
ces deux chefs d'État, ils doivent avoir de la retenue, d'abord. L'un, le qualifiant, c'est un homme sincère, l'autre, c'est un homme courageux. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous sommes à surveiller nos intérêts dans un pays qui est en crise et dans un environnement très chrysogène. On en parlera peut-être dans une autre émission. Ce que je veux dire par là, c'est que M. Macron a complètement donc, adoubé la nouvelle élection de M. Hassan Ouattara, alors qu'il a violé la Constitution. Et par contre, il émet des critiques au nouveau président de Guinée. Comment ces deux poids et ces deux mesures? Parce qu'il faut rattacher. Donc, pour moi, c'est encore le discours de la France, non pas néocolonial, mais très paternaliste. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que M. Macron, la France est devenue une puissance moyenne. La France, moi, je me pose la question. Le Hirak qui dure depuis 20 mois, et M. Karim Tabou, que je salue, depuis 20 mois, il y a des signaux en diplomatie. Peut-être qu'au départ, on va parler de signaux faibles. M. Macron ne les entend pas. Mais de quelle remontée il a eu par les ambassades, ou par les services, ou par le Quai d'Orsay, concernant la situation en Algérie. Il est dans l'imprécision, on a l'impression qu'il est déconnecté du réel. Mais Idir, les services, l'ambassade, les gens qui sont chargés de l'information, ce sont des professionnels. Ils ne peuvent pas l'induire autant en erreur. On a l'impression qu'il a été briefé par d'autres milieux. Moi, je vais vous dire, l'idée m'est venue. Moi, je suis intimement convaincu que le seul lobby qui aurait pu influencer M. Macron, c'est les messieurs du genre de M. Bonnet ou de M. Pasqua de l'époque, M. Marchiani, M. Schilacci, donc tout ce qui a trait au service. Il y a un nouveau lobby aujourd'hui, celui des généraux qui est composé de franco-algériens très influents. Vous m'avez devancé. Oui. Moi, je pense qu'il est sous influence des lobbies algériens, mais des lobbies des généraux algériens, des généraux algériens qui tiennent le pouvoir. Exact. Les actuels, quoi. Des actuels. Quand vous écoutez certains géostratèges, certains géopoliticiens s'exprimer, ils vous décrivent ce qu'est le Quai d'Orsay, une machine bureaucratique qui est incapable de prendre des décisions. La France est devenue une puissance moyenne, qu'elle aille s'occuper en Méditerranée orientale avec la Turquie en face, qu'elle aille s'occuper au Mali quand elle s'est faite doubler, quand il y a eu le coup d'État militaire. Et ces services ne se sont même pas renseignés pour devancer l'appel. Mais peut-être que cette sortie a pour but justement de se gagner un nouveau mercenaire, un nouveau gendarme dans le Sahel. Pour ça, moi, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Il n'y a pas assez de... La nouvelle constitution précise que l'armée algérienne pourra intervenir à l'avenir. Non, je ne pense pas que... Enfin, pour moi, je ne pense pas. Mais je pense que ce n'est pas l'objet. Excusez-moi. Pour terminer juste pour l'histoire du Mali, on dit bien, même l'Union africaine, même la CEDEAO a appelé, même les Nations unies ont appelé au retour à l'ordre constitutionnel, donc réhabiliter Ikabé. Ça ne s'est pas fait. La France a perdu. Elle a perdu de sa notoriété, elle a perdu de sa fermeté, elle a perdu de son influence. Donc cette histoire d'adouber M. Tebboune, et là où c'est surréaliste, c'est le président de la transition. C'est incroyable. Mais c'est un hold-up qu'il fait. Mais comment a-t-il pu autant se tromper sur le mot, sur le concept de transition, dont tout le monde sait que c'était l'ennemi juré de Gaïd Salah, celui qui a fait Tebboune, celui qui l'a imposé aux Algériens, et celui de Tebboune lui-même, qui a dit il n'y a plus de transition, puisque ça y est, je suis élu. Tout à fait. Donc, comment M. Macron a-t-il pu se faire tromper ainsi sur la vraie nature du Hirak algérien, sachant qu'il a à son service des gens qui le renseignent, des services hyper puissants parmi les meilleurs du monde, une ambassade hyper présente en Algérie dont les relais sont très puissants, qui vont très loin dans la société algérienne, où il y a beaucoup de franco-algériens. Comment M. Macron a-t-il ainsi pu croire, d'abord, que M. Tebboune est dans la transition, et comment a-t-il pu croire, comme il l'a dit là, il y a eu un mouvement révolutionnaire, je le cite, il y a eu un mouvement révolutionnaire qui est toujours là sous une forme différente, et d'une volonté de stabilité, en particulier de la part la plus rurale de l'Algérie. Ça veut dire, oui, il y a une révolution, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils les appellent la stabilité. Et il les cite comment il les circonscrit par la ruralité.
Est-ce qu'il y a en Algérie une partie de l'Algérie qui ne marche pas avec le Hirak, qui est seulement rural? Moi, à ma connaissance, non. Je crois que c'est pour la première fois que le peuple algérien a fait un peu peuple et un peu nation. Puisque le Hirak maintenant, il faut trouver la dynamique pour encourager dans ce sens-là. Et par rapport à Macron, moi je suis intimement... D'abord, il a été malhabile, et deuxièmement, Karim Tabou l'a évoqué, il a dit le peuple algérien retiendra. On retiendra son histoire à tort ou à raison, mais probablement à tort. Et moi, je vais être moins diplomatique que toi, Karim. Je veux dire que c'est un supplétif du système. Et ça se résume à ça, mais pour des intérêts non pas économiques simplement. Je pense que c'est des intérêts qui dépassent la fluctuation économique ou les échanges économiques entre la France et l'Algérie, que ça se situe largement dans un contexte géostratégique. Voilà. Alors, Brahim Youssi, avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Tebboune, parce que c'est un échange de bons procédés. Je vais fermer l'oreille. C'est le coup de foudre entre les deux chefs d'État, si tant est que nous pouvons, à distance. Si tant est que nous pouvons appeler M. Tebboune chef d'État, puisque tout le monde sait qu'il n'a pas été élu, mais imposé par la junte. Écoutons M. Tebboune. Et je trouve que le président Macron est très sincère dans ce qu'il fait. Il est honnête. Il est très propre, du point de vue historique, très propre, qu'il n'est impliqué en rien dans ce qui se passe entre le... Est-ce qu'une visite est au programme bientôt? Oui, on a discuté, c'est pas exclu, c'est uniquement un problème de calendrier. Une visite à Paris, hein, c'est ça. Visite à Paris, même la visite du président Macron ici. Alors, évidemment, il s'est passé quelque chose. Parce que s'il y a une visite, bon, c'est entendu que s'il y a une visite, ce sera une visite d'État. Évidemment. Ce ne sera pas une visite de travail. Les conditions de Covid, les conditions ici et là-bas, sont-elles favorables à des contacts avec les masses, avec ceci, avec cela, avec cela? Nous sommes en train d'étudier. Puis, le calendrier étant très chargé ici, vous savez qu'une visite demande une absence d'au moins une dizaine de jours, le temps de préparer, de la faire. Et je pense que 10 jours, ça compte énormément dans mon calendrier pour accélérer le processus démocratique sur lequel on est engagé. Alors, il nous parle de... Alors, c'est incroyable, on croit rêver. Hein. Un chef d'État qui parle d'un autre chef d'État qui parle... Il le traite de sincère, honnête et propre. Et quand il parle du peuple français à l'occasion de la visite, il parle de prendre contact avec les masses. C'est incroyable. Hein, c'est surprenant. Mais avant, oui. J'ai mon préalable. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je savais qu'on allait y arriver. On ne pouvait pas y échapper. On ne pouvait pas y échapper. Ce que je veux dire. Bon, oui. Vous avez fait une longue introduction, notamment sur le passé des relations algéro-françaises, qui sont conditionnées par, quasiment jusqu'à aujourd'hui, par les accords d'Évian. Je veux juste vous rappeler que les accords d'Évian, il faut le dire, c'est ça la vérité historique, ont été refusés par l'état-major. Il ne les a pas acceptés. Oui. Il ne les a. Oui, oui, c'est vrai. Et même oui, c'est vrai. Mais, mais à quel moment je n'ai dit le contraire? Non, monsieur, vous n'avez pas dit le contraire. Sauf que vous avez prêté à cet attelage Bembella Boumediene d'être dans les dossiers de De Gaulle et de la France. J'ai dit clairement que De Gaulle a voulu que le GPRA ne passe pas et il a chargé M. Boumediene et Bembella de faire un coup d'État. Le problème, c'est que la rupture, Bembella avait commencé la rupture avec le néocolonialisme français. C'est ce que je veux dire. Mais vous avez droit à votre subjectivité. Bien sûr, évidemment, et vous aussi. Donc, bien sûr. Par ailleurs. Absolument. Préalable terminé. Mais il me semble, moi, la déclaration de Macron ne m'émeut absolument pas. Ne me pose aucun problème. Ni ne vous offusque, j'allais dire? Non, elle peut offusquer. Ni ne vous choque? Elle peut choquer. Oui. Elle peut choquer, elle peut offusquer. Mais cette déclaration, ce n'est pas la première. Oui. Vous avez fait une litanie d'ingérence de la France en Algérie. C'est une des raisons pour lesquelles ça ne me choque pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir, mais ça ne me choque pas. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que cette déclaration a été faite dans un contexte particulier, la déclaration de Macron. D'ailleurs, il le reconnaît que la révolution, il dit, la révolution est toujours là, même si
elle agit de façon différente. Mais la révolution est là. Il y a une révolution. Et il a pris conscience de la profondeur. Mais en face, il ne dit pas contre-révolution, il dit la stabilité. Oui, oui. Lui a pris conscience qu'il y a une révolution. Qu'il y a une révolution. Et une révolution profonde. Et une révolution profonde qui a fait sortir l'Algérie, le peuple algérien, des influences et des contingences. Et on le voit sur la place de Paris. Sur la place de Paris, où les Algériens sont sortis des influences et des contingences, y compris ceux, il faut le dire, qui étaient très proches de la France au moment où l'Algérie vivait ses moments les plus difficiles. Il faut le dire. Donc même cette part-là, pour parler comme Macron, même cette part-là, j'allais dire presque française, dénonce les sorties des influences et des contingences françaises. Et ceux qui conseillent, ici ou là-bas, le président français se rendent compte que ce pays est en train de sortir de l'influence française si cette révolution allait jusqu'à son terme et elle doit aller à ce que je veux dire, attendez juste là, parce que Emmanuel Macron avait quelque part, et cela aussi ça ne m'a pas ému, ça ne m'a pas ému, c'était comme aujourd'hui, à savoir que ces gens-là, et à l'époque, il s'agissait de Abdelaziz Bouteflika, vous avez passé Hollande, à savoir qu'il a perdu et le pouvoir et l'honneur. Il a perdu et le pouvoir et l'honneur. Et Tebboune et les autres sont sur ce chemin-là, de perdre et le pouvoir et l'honneur. Mais comment se fait-il que M. Macron soit ainsi dans l'ignorance d'une réalité qui crève les yeux? Est-ce qu'il est dans une bulle de verre, dans une bulle de plomb? Comment ne cite-t-il pas parler de réalité. Oui. En vérité, chacun a sa réalité. Il n'est pas dans la réalité du peuple algérien. Il y a deux réalités différentes. La réalité, lui, la voit. Mais ce que je veux dire, attendez. Oui, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que Macron, où il avait bien commencé ou mal commencé. Oui, il avait bien commencé. Ben voilà. Donc en disant, voilà. Ça il aurait dû mal commencer et bien finir. À l'opposé des deux déclarations. Voilà, c'est ça aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il a dit, je prends note après le 12 décembre. Oui. Même cela, ça ne m'a pas ému. Même cela, ça ne m'a pas... Et la réaction de Tebboune a été très violente. Moi, je n'ai été élu que par le peuple algérien. C'est-à-dire, vous pouvez dire ce que vous voulez. Aujourd'hui, mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle-là. Oui. Moi, je pense, je n'aime pas dire moi je pense, mais bon, je crois que Macron vient de donner le premier coup de pioche parce que sa réaction, son intervention à Jeune Afrique, ce qu'il a dit sur l'Algérie est rejeté, plus que rejeté. Il a ajouté de la révolution à la révolution. Mais Brahim Younsi, avant de recevoir Hassan Ouali, donner la parole à Idir. Juste pour abonder... Allez-y, et puis j'ai une question. Dans ce que dit Brahim, je partage tout à fait. Le seul souci, et tous les comités théodules autour du Quai d'Orsay, tous les think tanks qui sont chargés de le conseiller, etc., ils font du bon boulot, et M. Benchenouf l'a signalé. Moi, je pense que c'est le lobby de l'état-major. C'est exactement la question. Je termine. Par l'intermédiaire de Bonnier, qui existe encore et qui est intervenu il n'y a pas très longtemps sur la télévision française. Mais pas seulement Bonnier. Non, je dis Bonnier parce que c'est le plus... Oui, c'est les plus connus. Je m'excuse, excuse-moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il a été donc induit, ou alors il a été mis sous condition pour déclarer ce genre de choses. Et Brahim a très justement dit, entre le « je prends note », qui est vraiment, ça me fait rappeler le gant du Dey d'Alger, et la décision d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont dû travailler les uns des autres. Alors, je me permets, l'autorité, parce que j'ai une question à poser qui est dans ce que vous êtes en train de dire. Macron est quand même le président de la République française. C'est une nation, c'est une puissance mondiale. Il dispose de services, on ne peut pas le rouler dans la farine comme le dernier des imbéciles. On ne peut pas... il sait quand même ce qui se passe en Algérie. Or, le problème est qu'il y a un véritable blackout entretenu par ce lobby dont parle Idir autour de la question algérienne. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le dernier 1er novembre passé ici à Paris,
la manifestation des Algériens a atteint le chiffre de 80 000 manifestants. La police et l'administration parlent de 50 000. Mais même 50 000. C'est énorme, une manifestation de 50 000 Algériens à Paris. Une manifestation pacifique. Et un 1er novembre, monsieur. Et un 1er novembre. Voilà. Pacifique et tellement civique qu'ils ont nettoyé les rues après la manifestation. Eh bien, la presse française n'en a pas écrit une seule ligne. La télévision française n'a pas montré une image. Donc, c'est dire que M. Macron est sciemment entretenu dans une bulle de plomb. Rien ne lui parvient de la réalité algérienne. Est-ce que c'est vraiment possible à ce point-là qu'il ait été trompé jusqu'à croire que M. Tebboune parle de transition, jusqu'à croire que la ruralité en Algérie, l'arrière-pays, n'est pas dans le Hirak, jusqu'à croire que M. Tebboune est courageux, qu'il a été élu par le peuple algérien. C'est énorme. Et qu'il qualifie de président de transition. De transition. Je veux bien qu'il ne se mêle pas, qu'il ne dise pas non, non, moi je ne reconnais pas ce président, il a été imposé par les généraux. Je veux bien croire, je veux bien accepter. Mais qu'il en arrive à, j'allais dire, à adouber le choix des généraux, c'est un peu... Nous parlons du réel. Je pense que plus le réel du peuple algérien, plus le réel de la révolution avance, et plus le réel de la France recule. Nous sommes dans cette situation-là. Je ne crois pas que le président français soit dans cette bulle. Je ne le crois pas du tout. Je crois qu'il est dans la tentation de l'immédiateté. Je crois qu'il sait que le pouvoir d'Alger est chancelant. Il peut tomber à n'importe quel moment. Mais il est en train d'investir sur ce pouvoir. Non, attendez, justement. Oui. Il est en train de tomber et il veut absolument que le repêcher. Ah, c'est ça, là. Ce serait grave, là. C'est ça. Donc ça confirme l'ingérence. Grave ou pas grave. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, la France n'a pas cessé de s'ingérer dans les affaires algériennes. Mais d'une manière un peu, excusez le terme, d'une manière très stupide. Oui, puisque ça ne va ni dans l'intérêt des deux peuples, ni dans la logique de ce qui est en train de se passer. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les intérêts des deux peuples. Et je crois qu'il y a, sinon les généraux algériens ou certains d'entre eux, qui susurrent à l'oreille de X ou Y, mais il y a aussi les lobbies des importateurs chez nous qui sont relativement puissants. Ah oui. Et vous avez le lobby des exportateurs en France qui aussi sont relativement puissants. Il y a beaucoup d'intérêts. Voilà. Donc, quand les intérêts s'imposent, la morale sort. Alors, avant de recevoir Hassan Mouali pour aller dans votre sens... Il ne faut pas demander à Macron de faire dans la morale alors qu'il n'est que dans la puissance et les intérêts. Alors, pour aller dans votre sens, dans ce que vous êtes en train de dire avant de recevoir Hassan Mouali, je vais lire un petit paragraphe de la lettre de Karim Tabou. Je le cite. « L'histoire retiendra qu'à un moment précieux de la vie de notre nation meurtrie, un moment crucial où l'espoir a émergé et les horizons ont commencé à se dégager pour une jeunesse algérienne avide de vie et de bonheur, vous avez choisi le monde des affaires en vous accoquinant honteusement avec un régime pourvoyeur de violence, d'exclusion et de tristesse. » Hassan Mouali, merci d'avoir accepté notre invitation. Hassan. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Hassan, marhaba bik. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors Hassan, voilà, donc c'est le branle-bas de combat, j'allais dire, au niveau de toute l'opposition en Algérie, au niveau du Hirak, même s'il est en stand-by, où tous les Algériens ont très vivement et très mal ressenti cette ingérence de M. Macron. Tout le monde la qualifie ainsi, ingérence. Votre avis sur la question, vous, le journaliste très connu en Algérie, Hassan? Écoute, comme tout le monde, j'ai trouvé les propos du président Macron insupportables. Je m'y attendais un petit peu, je n'ai jamais douté du soutien de la France au régime algérien depuis 1962, ce n'est pas nouveau, mais sauf que cette fois-ci, c'est pratiquement de l'arrogance. Et d'autant plus que Emmanuel Macron, depuis son élection, il a montré quand même des signes d'ouverture, de modernité, un homme jeune. On pensait, depuis qu'il a prononcé la fameuse phrase « le colonialisme, la colonisation française était un crime contre l'humanité », donc on s'était dit que c'est un homme nouveau qui va changer la France.
c'est la génération d'après-guerre. Mais là, franchement, personnellement, il m'a pris au dépourvu. Je ne pensais pas que Macron soit capable de prononcer de telles débilités, j'allais dire. Mais là, ça nous confirme une chose, c'est que l'establishment français est resté le même. Quand il s'agit de défendre les intérêts bien compris de la France, s'il s'appelle Macron, Hollande, Sarkozy au Tartampion, ils ont les mêmes éléments de discours. Le régime algérien, il s'en accommode. La France ne souhaite pas, ne souhaitera jamais assigner un régime démocratique en Algérie. C'est un peu se poignarder dans le dos. Elle n'acceptera jamais. Donc maintenant qu'on est pratiquement à 2 ans de la fin du mandat de Macron, sans doute qu'il travaille lui aussi son deuxième mandat, et sans doute aussi qu'il y a le lobby militaire, parce que même en France, il y a un lobby des généraux. On a dû s'entendre avec lui qu'il faut absolument soutenir le régime actuel. Et j'observe que les gens étaient un peu étonnés d'entendre Macron parler de transition. Mais dans la tête de Macron, ce n'est pas la transition revendiquée par le Hirak, par le mouvement du 22 février. La transition, c'est la présidence de Tebboune, tout simplement. C'est une transition clanique à l'intérieur du système. Voilà, de tout ce que... Mais dans le Hirak, Hassan, la transition est le deuxième slogan le plus important du Hirak. Après Madaniya Machi Askaria, ce qui vient après, c'est transition, puis processus constituant, puis Tarahlouga. Comment peut-il ignorer une telle revendication du peuple algérien et la transformer en credo de M. Tebboune qui n'a même pas été élu par les Algériens? En fait, il serait naïf de croire qu'il ignore. Il ignore absolument, il est au courant de tout, Macron. Mais simplement, c'est la réelle politique qu'il défend les intérêts de son pays. On ne va tout de même pas lui reprocher d'aimer sa France et de défendre ses intérêts. Je te fais remarquer, Jamal, que sur le plan géopolitique, on n'est d'accord sur rien du tout avec la France. On n'est pas d'accord sur la Libye. Oui, mais Hassan, pardon, Hassan. La réelle politique, c'est que l'Algérie est en cessation de paiement dans quelques mois. Qu'une crise économique à peine imaginable, pour qui ne connaît pas la situation, va débouler sur le pays et Dieu sait ce qui peut se passer. Et ça ne manquera pas d'avoir des à-coups sur la France, qui est à côté, qui sera le premier pays visé par un éventuel, à Dieu ne plaise, tsunami migratoire. Comment la France peut-elle ignorer de tels enjeux? Elle n'ignore pas les enjeux, elle va défendre, elle a beaucoup d'intérêts en Algérie. Il y a le gaz de schiste, il y a l'immigration. Donc, quand il dit « je ferai tout mon possible pour aider le président Tebboune », c'est-à-dire tout mon possible, ça inclut une panoplie de moyens, de pression multiforme. C'est comme si c'était un protectorat français. C'est pour ça que, personnellement, en tant qu'Algérien, pas en tant que journaliste, en tant qu'Algérien, j'ai été choqué de lire des propos pareils. C'est comme si on était la Corse ou la Haute-Garonne ou je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas le droit de parler d'un pays comme l'Algérie en ces termes-là. D'autant plus que pendant 1 année et demie, Feuguet Salah et ses supporters nous avaient bâti avec l'idée que la France était derrière tous les malheurs de l'Algérie. Ils l'ont diabolisé dans le discours. Et finalement, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe que les partis qui composent l'attelage présidentiel actuellement, je pense au RND, au FLN, au TAG et toute la galaxie des partis soutenant le régime, ils ne se sont plus, aucune réaction. Et pourtant, c'est du pain béni pour normalement ceux qui sont les pourfendeurs de la France. On aimerait bien les entendre aujourd'hui de défendre le pays, défendre l'algérianité, mais rien de tout ça. Curieusement, ce sont les forces de l'alternative démocratique, c'est-à-dire le RCD par exemple, le RCD de Marcel Abbas, dont je salue la position, Karim Tabou qui a fait une déclaration magnifique, Zoubida Assoul, le PSP, ce sont ces partis qui ont défendu leur pays, parce qu'il s'agit de défendre l'image de marque de l'Algérie, de la part contre un président d'une puissance, de l'ancienne puissance coloniale, d'un pays étranger, qui parle comme si on était un protectorat français. Donc, c'est vraiment choquant. C'est choquant. Donc, vous avez bien fait de parler de connivence. En fait, c'est du concubinage politique.
c'est du concubinage politique entre le régime français et le système français et le système algérien. Ils considèrent toujours comme étant la basse-cour de la France, et ça, c'est insupportable. Donc la France, même si donc, tu parlais tout à l'heure des risques qui pèsent sur l'Algérie, sur le plan économique et tout, mais la France, elle fera tout pour éviter ça. C'est pour ça qu'elle soutient le régime. Elle pense que le Hirak, le mouvement populaire et les réformes démocratiques en Algérie sont aléatoires et peut-être même elles vont porter un coup fatal aux intérêts de la France. On va en finir avec la France-Algérie, en référence à la France-Afrique. La France-Algérie, c'est fini, c'est ce que revendique le peuple algérien. On veut en finir, on veut avoir des relations d'adultes entre la France et l'Algérie, et non pas un paternalisme bête et méchant, inacceptable 60 ans après l'indépendance. Donc la France ne l'intéresse pas à qu'il y ait des forces démocratiques profondément algériennes qui défendent le pays, ses valeurs. Elle ne veut pas changer, elle veut pas changer. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc le système est là. Il faut juste encourager une transition à l'intérieur de ce système et maintenir Dar Lokman ala haliha, comme on dit. D'accord? Donc on a l'impression aussi que les propos de Macron sont destinés aussi à certains centres de décision en Algérie qui seraient tentés d'ouvrir le système vers le peuple et tout ça pour une véritable transition démocratique. C'est là où il dit on est prêt, on est là, je suis prêt à faire tout mon possible pour que cette transition réussisse. Comprendre pour que le régime de Tebboune et tous ses supporters réussissent. Mais nous ne voulons pas que le régime de Tebboune réussisse. Nous voulons que notre pays, l'Algérie, réussisse. C'est ça qui nous importe. Parce qu'au-delà des personnes, c'est le pays, c'est le sens du pays. Jamel, si tu permets, ces déclarations de Macron sur Jeune Afrique me renvoient automatiquement à au fameux entretien télévisé qu'avait accordé le 4 juillet dernier le président Tebboune à France 24. Moi, personnellement, j'étais choqué. J'étais choqué que le président, on va l'appeler comme ça, il s'est adressé aux Algériens via une chaîne de télévision publique française financée par le Quai d'Orsay. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que M. Macron est quelqu'un de très sympathique, très honnête, historiquement, on va faire du chemin. Et très propre. Et très propre. Et très propre. Et aujourd'hui, Macron lui répond à travers Jeune Afrique en disant qu'il est courageux, il est ceci, il est cela. En langage diplomatique, je suis désolé, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de belles paroles qui priment, il y a les intérêts bien compris de ton pays, tu vas les défendre. On n'a pas à dire qu'il est gentil, il est beau, je m'en fous de ce que tu peux être. Mais moi, je défends mon pays, l'Algérie. Merci Hassan. Algérienne et non pas française. Occupez-vous de vos gilets jaunes, on va s'occuper, nous, de notre maison, mais épargnez-nous vos manipulations. Merci. Merci Hassan Mouali, au plaisir de vous retrouver. Alors, mes chers amis, avant de revenir vers vous, nous allons écouter M. Macron nous parler de M. Bouteflika. J'ai eu hier au téléphone le président Bouteflika avant de survoler l'Algérie et de me rendre sur le sol malien par courtoisie, après le message de félicitations qu'il m'avait envoyé. Je lui ai fait part de ma détermination sur ce sujet et de mon souhait de pouvoir en parler avec l'Algérie de manière très franche. Et je tenais à remercier le président Bouteflika pour son accueil. Nous avons eu en présence du président du Conseil des Nations, du Premier ministre, de plusieurs de ses ministres et de deux de mes ministres un échange qui a porté sur d'abord le contexte international. Alors, mes chers amis, donc voilà M. Tebboune M. Macron qui parle de... ils sont tous pareils. Hein. Tout le monde sait aujourd'hui que M. Bouteflika ne parlait pas, qu'il ne s'adressait à personne, qu'il ne connaît même pas son propre nom, qui a quelques minutes de lucidité relative par jour, où il reconnaît à peine les siens. Et là, M. Macron qui nous dit « j'ai parlé au téléphone, on a discuté de choses et d'autres ». C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. La France a des intérêts. Oui, mais à ce point. Elle a des intérêts. Même pas les apparences. Même des pas... intérêts de tout genre. Économiques, stratégiques, géostratégiques, culturels et surtout culturels dans notre pays, etc. Et aussi des intérêts des lobbies qui sont autour du pouvoir. Oui, qui influencent ce pouvoir. Évidemment.
L'Algérie est en train de changer depuis le 22 février. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. Si nous ne changeons pas, la France ou le pouvoir français ne changera pas à notre égard. Et comment faire pour leur faire comprendre que c'est fini l'Algérie du proconsul? Il faut que la révolution réussisse. Voilà, parce qu'il est en phase de subir les choses. Voilà ce que veut dire Brahim. Il parle il met en perspective. La révolution, peut aussi, mais dans la connivence. C'est vrai, dans la connivence, parce que nous avons des prédateurs, nous avons eu des prédateurs qui viennent mettre leur argent dans les banques françaises, se faire protéger par le gouvernement français, par les autorités françaises, etc. etc. Et il faut dire qu'il y a aussi, et c'est cette part-là, lui il parle de la part rurale de chez nous, mais c'est la part française de l'Algérie qui est en train de changer. Il faut le dire. C'est-à-dire vous avez des gens qui aussi sont dans l'agenda français, ou qui étaient à un moment donné dans l'agenda français, dans la pensée française, dans la politique française, etc., etc. Notamment depuis les années noires, comme disent certains, dans les années, la décennie rouge. Il faut le dire, on s'adressait à la France de venir en aide. Oui. Et c'est cette part-là française de l'Algérie qui est aujourd'hui en train de changer. Attendez, Brahim aussi, j'aimerais quand vous êtes dans une question que je voulais vous poser, tous les deux, peu de gens savent, pas en Algérie tout le monde le sait, en France, peu de gens savent que, allez, je vais oser un chiffre, que 98% de tous les barons du régime, de tous les hauts responsables du régime sont en France, où ils ont blanchi leur argent. Oui. Ça, on ne le dira jamais assez. Ils ont blanchi de l'argent qu'ils ont volé aux Algériens. Ils se sont installés, ils ont installé leur pénate, ils ont ramené leur bobonne, leur engeance, ils ont construit des villas, ils ont érigé des sociétés dont certaines se chiffrent en milliards de dollars, en milliards d'euros. Par exemple, je vous donne un chiffre. Tout le monde sait que sur les 700 ministres qu'a connu l'Algérie, il y en a 500 qui sont installés en France. Ils ne sont pas tous malhonnêtes. Il y en a qui sont installés avec leur pension de retraite, mais la plupart avec l'argent de la rapine. Il y a des milliers d'officiers supérieurs qui sont installés en France, qui vivent ici avec leur famille. Il y a des dizaines de milliers de cadres supérieurs qui étaient à Sonatrach, qui étaient ceux-ci, qui sont là. Et dans tout ça, il y a une bonne partie, au moins la moitié, qui est là parce qu'elle a volé de l'argent là-bas et qu'elle a blanchi ici. Et là, les Français ils ne le savent pas. Comment... Bien sûr, mais c'est ce que j'appelle aussi la... Pourquoi l'opinion publique ne sait-elle pas cet aspect hideux de la relation algéro-française? C'est ce que j'appelle la part française de l'Algérie. C'est celle-là, la part française. J'avais cru comprendre. Oui, il y a celle-là, essentiellement. Mais il y a déjà, il faut le dire, intellectuellement, politiquement, plutôt idéologiquement. Plutôt dans le côté de la rapine. Il y a, plutôt, parce que c'est là où ça fonctionne, en fait. Il y a cette part française de l'Algérie. Mais cette part-là, elle est hirakiste. Si vous me parlez par exemple des médecins, si vous me parlez des gens qui ont investi dans des start-up, qui ont marché grâce à leur génie. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, c'est cette part française de la part algérienne de la France. La bonne ou la mauvaise? Non, celle dont vous parlez, elle est là. Elle a fui, et on peut donner des noms. Oui. Elle a fui, elle est là. Oui. Mais c'est cette part qui est, disons, comme vous dites, bonne. Oui. Bonne. Elle avait besoin. Qui a fui, elle aussi. Oui. Mais qui a fui la médiocrité. Mais aujourd'hui, pas seulement. Oui. Pas seulement. Il y avait un contexte violent, il y avait une violence, il y avait une guerre, etc., qui était dans un camp plutôt que dans l'autre, et voulait la protection de la France. Beaucoup en ont appelé à la France, et qui sont venus en France pour être protégés, etc., etc. C'est cette part-là, algérienne, j'allais dire, de la France, qui aujourd'hui échappe à la France et qui redevient algérienne et qui travaille pour la révolution dans son propre pays. Et pourquoi ne réagit-elle pas massivement pourquoi cette part des Algériens en France, dont beaucoup sont binationaux, pourquoi n'y a-t-il pas de réaction à ce que vient de faire Macron? C'est-à-dire, il faut rappeler une chose, dans ce que dit Brahim, oui, mais, excuse-moi Brahim, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel étant, cette déclaration, elle répond à quoi?
le magazine Choisis Jeune Afrique, et ce n'est pas à toi que je vais dire, n'est pas naïf non plus. En effet, en effet. C'est toutes ces questions-là. Et je ne pense pas que ces histoires de ministres, d'anciens officiers qui sont... bon, je vais vous dire une chose, ça c'est de l'écume. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on lire politiquement la déclaration de Macron dans un contexte géostratégique chrysogène? Pensez-vous, comme vous l'avez si bien dit, que M. Macron n'est pas assez intelligent ou assez informé? À quoi répond cette déclaration d'immixtion, d'ingérence, de mépris et de condescendance? À quoi répond-elle? Je vous pose la question. Oui. Moi, ça répond comme ça, à la louche. Bon, ça répond à plein de considérations. La première considération, il l'a dit dans l'interview, un petit peu. Il a dit dans un facteur de stabilité. Moi, je me rappelle quand M. Bouteflika a trituré la Constitution pour le 3e mandat, beaucoup de mes camarades militants politiques, responsables politiques, citoyens basiques, tous disaient c'est peut-être un facteur de stabilité. La donne algéro-française ne se mesure pas à l'aune simplement des échanges, du blé, etc. Non, elle se mesure aussi dans une espèce de densité humaine, dans les échanges. Quand Macron dit la stabilité, ça veut dire quoi? Il sait qu'il y a 4,5 millions d'Algériens qui sont là. Et ça peut poser problème. Mais Idir, je me permets de vous interrompre. Mais évidemment. Dans son esprit, et c'est clair, hein, je ne fais pas de lecture, dans son esprit, M. Macron, quand il parle de stabilité, il parle de ceux qui ne font pas le Hirak. Il parle de stabilité dans une certaine Algérie rurale. Attention, c'est vrai, et d'un côté il dit il y a la révolution, il le reconnaît. De l'autre côté, il dit oui, mais ceux qui ne sont pas dans le Hirak, on l'a mal informé. Ça, justement, c'est le genre d'intellectuels qui sont ici en France, qui sont proches de l'Élysée et qui suscitent ce genre de ragot, comme quoi l'Algérie rurale est contre le Hirak. Ce que j'appelais, moi, avec Ibrahim, une émission, au niveau de l'intérieur des terres, il m'avait repris là-dessus. C'est vrai, ça aussi. En parlant de stabilité, il parle d'anti-Hirak. Il n'a pas dit contre-révolution, puisqu'il a assumé le vocable de révolution. Il aurait dû dire la contre-révolution, à la limite. Non, il a dit certains sont pour la stabilité. Moi, je pense qu'il faudra résumer la déclaration de Macron, pas à l'aune simplement des intérêts économiques, à l'aune des intérêts géostratégiques. Il y a une nouvelle crise qui s'amorce à notre ouest. Il y a le Mali, il y a un ensemble de choses, mais nous évoluons dans un environnement complètement chrysogène. Moi, je l'avais dit dans une de vos émissions, et je le redis aujourd'hui, a-t-on mesuré déjà, pour ce qui se passe en Libye, l'impact de la Turquie et l'impact des Émirats? Qu'est-ce que vous voulez dire par l'impact de... L'impact sur notre politique après, sur l'évolution de la crise Turquie aurait-elle un impact? Pardon? Les Émirats, je comprends. Oui. Mais la Turquie, pourquoi aurait-elle... Elle est là, la Turquie, c'est la néo-régence. La Turquie, elle est en Libye. Elle est en Méditerranée orientale avec son litige pour les problèmes... J'en avais même parlé, qu'il fallait sécuriser le parcours de l'énergie qui pourrait être tirée de Libye et de Chypre, sans compter la collusion avec l'État d'Israël qui voulait acheminer un pipeline. C'est ces questions-là auxquelles on doit répondre. Et Macron, Brahim a dit tout à l'heure, il a dit le réel. Lacan a dit c'est le réel qui est insupportable. Vous savez, il y a certains hommes politiques par cynisme disent, comme ça, hein, dans l'esprit, quand le monde ne correspond pas à la réalité que nous faisons, et à nos intérêts, il faut détruire le monde. Oui, tout à fait. Alors, parce qu'il y a une contradiction, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Tu l'as si bien dit d'ailleurs. Oui. Il y a une contradiction des réels aujourd'hui, entre le réel français ou tel que le pensent certains chez nous et le réel de la population. Nous ne sommes pas dans le même réel. Il y a les contradictions des réels et une différence des réels. Ce que le peuple vit, d'autres ne le vivent pas ou ne veulent pas le vivre. Absolument, ne peuvent même pas le percevoir, voilà, l'appréhender. C'est ça. Alors, avant de recevoir Zobeida Sow qui est avec nous, nous avons si tout à l'heure... permettez juste oui, là je vous aussi, en prie. Oui. La déclaration de Macron. Oui. Et Idir a bien ciblé la position, l'attitude de Macron là-dessus à propos d'accepter l'élection, entre guillemets, de Ouattara et refuser ou ne rien dire sur l'autre. C'est-à-dire que la France banalise aujourd'hui partout le mal.
C'est comme dit. C'est terrible de dire ça. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un contexte africain aussi. C'est terrible parce que nous vivons en France. C'est ce que dit Hannah Arendt, c'est la banalisation du mal. Donc il est en train de banaliser le mal en faisant et en disant ce qu'il a. Ils n'ont pas pu empêcher le coup d'État militaire au Mali, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine et la France, qui est quand même le principal partenaire. Et là, c'est un enjeu. Ça leur a échappé, vous voulez dire. Ça ne leur a pas échappé. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas, excuse-moi, ils n'ont pas pu faire revenir l'armée au processus constitutionnel, c'est-à-dire rétablir Ikabé, donc le président malien, et discuter ensuite avec l'opposition et l'armée d'une nouvelle configuration d'exercice du pouvoir. Donc là, c'est un coup d'État qui perdure. Et c'est un enjeu... C'est ça le souci aussi. C'est un enjeu... La France est devenue une puissance moyenne. C'est un enjeu aussi considérable pour la France, parce qu'on veut absolument que la France évacue le Mali, pour que l'armée algérienne, on voit les tracts, voilà, jouer au supplétif. On voit les contacts qu'il y a aujourd'hui depuis un certain nombre de mois entre les Américains et les Algériens. Et puis il y a un coup de la guerre. Hein, oui, bien sûr. Il y a un retour annoncé de l'AFRICOM, de la politique américaine du Sahel. Donc la question malienne est aussi au centre, indépendamment de la déstabilisation ou des foyers de tension qu'on est en train d'ouvrir. Est-ce qu'on peut dire que la géostratégie de la région du Sahel est en train d'échapper à la France? Oui. Incontestablement. Alors, avant de recevoir Zoubida Assoul, tout à l'heure, notre confrère Chaaban Qassi a contacté, j'ai oublié la dénomination exacte du Bender, je ne sais pas quoi. Hein, vous voyez ici, voilà, donc le service de presse de Madame Merkel, de la chancelière. Monsieur Chaaban qui nous dit... alors, est-ce que vous pouvez lire Brahim Younsi? Non. Alors... merci pour votre message. Alors, merci. Alors, bonjour Monsieur Qassi. Ah, c'est le monsieur chargé de la communication allemande qui répond à Chaaban. Alors, merci. Alors, merci pour ce merci message. Pour votre message. Je peux confirmer que la chancelière Merkel a envoyé une lettre à Monsieur le Président algérien Tebboune, lui souhaitant un prompt rétablissement, point barre. Veuillez adresser les questions supplémentaires au gouvernement algérien. C'est-à-dire tout ce qui a été divulgué par la présidence algérienne sur son convalescence, sur sa sortie, tout ça c'est du blabla. La chancelière a juste souhaité un prompt rétablissement, point. Autant dire que la présidence en est arrivée en bonne protestante qu'elle est. Voilà, inventer, à prêter à la chancelière ce qu'elle n'a pas dit. Zoubida Assoul, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est Jamal. Merci à vous et je salue vos invités. Merci. Alors, Zoubida Assoul, vous êtes déjà passé avec mon confrère Chaaban Qassi sur ce sujet. Je vais lire deux déclarations parmi celles que vous avez faites. Alors, aujourd'hui, alors que le président est malade et se trouve à l'étranger, Macron dit qu'il aidera le courageux président de toutes ses forces. Alors, il vous posait la question, contre qui va-t-il l'aider? Et la deuxième déclaration, vous dites, parce qu'elle défend ses intérêts, la France, n'est-ce pas? N'est-ce pas là une atteinte à la souveraineté de l'Algérie? Zoubida Assoul. Oui, en fait, ça résume un peu l'état d'esprit qui est le mien et de tout Algérien ou Algérienne qui se respecte, parce que la réaction de M. Macron est à la fois inadmissible, inacceptable, mais surtout injustifiée, parce que le fait de choisir ce timing pour soutenir M. Tebboune, ça m'a rappelé tristement ce qui s'est passé avec l'ancien président Bouteflika en 2017, lorsque le même ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, était venu en décembre 2017 pour nous dire et nous attester de la bonne santé du président pour justifier son 5e mandat. Après, c'est au tour de l'ancien président, évidemment, M. Hollande, de dire que le président non seulement était en bon état, mais la lacrité, etc. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est justement pourquoi M. Macron a choisi ce timing pour soutenir Tebboune. Quand on sait qu'au départ,
il avait même lui-même, il avait mis beaucoup de temps pour reconnaître l'intronisation de M. Tebboune à la tête de la présidence de la République. Qu'est-ce qui a changé? Donc moi, j'ai trouvé ça d'abord déplacé, dans le sens où les usages diplomatiques, les relations bilatérales, le respect de la souveraineté, d'autant plus que M. Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il avait promis à l'ensemble des Algériens, et même aux Français, qu'il allait ouvrir une nouvelle page dans les relations bilatérales, des relations apaisées, de respect mutuel. Et là, je trouve que interférer dans les affaires intérieures de l'Algérie, c'est vraiment une ingérence, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je rappelle, Zoubida Assoul, que vous êtes avocate et présidente de l'UCP, un parti de l'opposition algérienne. Je vais vous lire un petit passage de la lettre de M. Tabou, qui vient d'adresser lettre ouverte à M. Macron. Votre soutien assumé au processus actuel dit de transition est une insupportable moquerie envers tous ces citoyens qui ont subi dans leur chair les plus graves injustices et l'arbitraire le plus abject. Pour avoir exprimé des opinions, des jeunes étudiants, des enseignants, des médecins et de simples citoyens sont retrouvés abusivement poursuivis en justice, voire même emprisonnés. Ce que vous qualifiez de processus de transition n'est en réalité qu'une contre-révolution inspirée et menée afin d'empêcher les Algériennes et les Algériens d'accéder à leur droit à l'autodétermination. J'aurais remarqué, Zoubida Assoul, que la plupart des partis dits opposition ne se sont pas exprimés. Ils sont très rares, dont vous-même, M. Tabou, M. Mohsen Belabbès, que nous n'avons pas pu joindre malheureusement, mais très peu de partis politiques ont dénoncé cette violente interférence, comme vous venez de le dire vous-même, dans les affaires algériennes. Vous savez, là où M. Macron se trompe, c'est que l'Algérie d'aujourd'hui, de 2020, il y a une nouvelle génération. Et c'est ça. Donc pour moi, c'est un manque de discernement que de croire que la France peut toujours avoir la même mise sur la décision politique en Algérie avec ces nouvelles générations. Visiblement, ils n'ont pas compris d'abord le message de la révolution pacifique qui a débuté le 22 février 2019, mais qui continue. Parce que dans l'esprit des Algériens et des Algériennes, la révolution est toujours en marche, elle ne s'est pas arrêtée. Les manifestations pacifiques se sont arrêtées parce qu'il y a une pandémie. Et les Algériens ont été à la hauteur quand nous avons appelé en début mars de suspendre les manifestations. Ils ont répondu parce qu'il y a une maturité politique et puis il y a un sens de responsabilité de ne pas mettre en danger la vie des Algériens. Mais M. Macron, visiblement, n'a pas compris le message convenablement parce qu'il croit toujours avoir affaire toujours au système. C'est pour ça que oui, mais Zoubida Assoul, à sa place... ça ne veut rien dire pour lui. Mais à sa place, Zoubida Assoul, à sa place, oui. Il a affaire à un régime très fort qui a réussi, croit-il lui, à mater une véritable révolution populaire, qui a réussi à imposer un président sans élection, qui a réussi à faire voter une constitution par un référendum sans électeurs, et il se dit, c'est normal, après tout, il se dit, moi je suis du côté du plus fort. Moi, je fais de la politique. Or, les plus forts dans l'équation, ce n'est pas le peuple algérien, c'est le régime qui a réussi à s'imposer et à garder le pouvoir. Ah, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse, avec tout le respect que je vous dois. Au contraire, je pense que plus jamais le système algérien en place n'est fragilisé comme il l'est aujourd'hui. Vous avez parlé des élections du 12-12. Mais franchement, comment un président peut considérer qu'il a été élu avec un taux de participation aussi faible, même s'ils l'ont gonflé, etc. Mais cette fois-ci, vous parlez d'un amendement de la Constitution où 77% des électeurs et des électrices ont tourné le dos à ce processus de changement constitutionnel.
Donc pour moi, c'est une réponse sans aucune ambiguïté, c'est une réponse claire, c'est un verdict sans appel de la part des Algériens et des Algériennes. Maintenant, bien sûr, moi, l'attitude de Macron, vraiment, pour moi, elle vient pour encore lever tout doute qui pouvait exister dans les esprits de certains que la France a toujours soutenu ce système. Donc pour moi, la France vient à la rescousse de ce système. Mais la réalité est que aujourd'hui, la situation que nous vivons, le président étant absent, il y a une vacance de pouvoir, les institutions ne fonctionnent pas normalement, la preuve en est. Normalement, si on devait appliquer la constitution actuelle qui est en vigueur, normalement, le Conseil constitutionnel doit se réunir obligatoirement pour justement faire juste la lumière sur l'état de santé du président, étant donné qu'il est absent de ses missions et de son poste depuis quand même bientôt un mois. Donc sa mission constitutionnelle, c'est de se réunir obligatoirement, de prendre toutes les mesures et tous les moyens, de vérifier avec tous les moyens juridiques l'état de santé du président. Et si au bout de 45 jours, le président ne revient pas, il est obligé de déclarer la vacance et le Parlement par la suite doit se réunir. Donc cela ne se fait pas. Voilà. Donc au contraire, le peuple est fort aujourd'hui plus que jamais. La révolution est toujours, et l'esprit révolutionnaire est là. Maintenant, les jours à venir, nous dirons qui est le gagnant, qui est le perdant. Zoubida Assoul, merci infiniment. Alors, avant de vous donner la parole, Heidir, nous allons regarder une caricature de Rick. Regardez. Macron soutient Tebboune. Toujours dans la politique du cadre. Très intelligent. Du cadre, le cadre de Bouteflika. Maintenant, c'est Macron qui porte le cadre. Alors, Heidir? Oui, ce que je voulais dire, pour abonder un peu dans le sens de Mme Assoul, que je salue, elle a entièrement... La nouvelle génération. Oui, tout à fait. Il y a une histoire de génération. Nous l'avons dit avec Brahim très souvent. La jeunesse qui est mondialisée. Que les choses vont changer? Elles vont changer inévitablement. Dans les relations algéro-françaises? Moi, je vais vous dire une chose. Ils sont obligés de changer. Elles changent. Elles changent. C'est pas qu'elles vont changer, elles changent. Elles sont encore dans la transformation. Elles sont dans le changement. Et c'est le véritable... C'est la chrysalide. Voilà. Et la position de Macron n'est pas tenable. Maintenant, la question que l'on doit se poser, sachant pertinemment que M. Tebboune est un président isolé, je ne parle pas de sa maladie, là, il fait, président isolé. Il n'a aucun parti politique ou famille politique le soutenant. Il n'a pas de société civile. Il a un Premier ministre fantomatique. Ses ministres ne travaillent pas ou sont incompétents, j'en sais rien, je ne suis pas habilité à les juger. On est dans un environnement classique qui, comme dirait la langue française, c'est un prodrome. Tous les éléments constitutifs à la crise et à l'explosion. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas, peut-être, sachant que M. Tebboune est quand même le président formel de l'Algérie, mais le président des gens de M. Gaïd Salah à l'époque, qui l'ont désigné et qui l'ont porté à cette fonction, est-ce que finalement, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le lobby des généraux qui a influencé Macron par l'intermédiaire des lobbyistes français, dont on peut parler de M. Raffarin, on peut parler de M. Chevènement, en disant, d'abord dans le communiqué, c'est un facteur de stabilité, puisqu'il est élu, ça c'est le premier élément, et ils se disent par rapport à tout l'environnement, seule l'armée qu'il faut à tout prix renforcer, évidemment ils ont dû leur faire, d'après leurs sondages, leurs études, leurs spin docteurs, agiter l'épouvantail islamisme, du chaos, etc., etc. Moi je pense que c'est vers cette piste-là qu'il faudra interpréter les propos de M. Macron, parce que M. Macron, quand il est arrivé au pouvoir, moi, Brahim l'a souligné tout à l'heure, il a dit « je prends note », et puis arrivé à ce langage, excusez-moi pour les téléspectateurs et les téléspectatrices, ce langage amoureux à l'endroit de M. Tebboune, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et la visite de M. Darmanin, quelle a été la concession qu'on a faite pour susciter ce soutien déjà? Oui. C'est toutes ces questions-là, donc c'est pas neutre. On n'a rien sans rien. Voilà, Brahim l'a dit, c'est les intérêts, c'est la réelle politique. Le mot de la fin, Brahim Younsi. Aujourd'hui, nous savions déjà, comme dit Trotsky, on veut étrangler la révolution.
Mais nous connaissons les étrangleurs. Nous connaissons les étrangleurs. Il me semble que Macron, comme ses prédécesseurs, depuis 1962, oui, croit avoir, en 1962 il y avait quand même des dents dures, croit avoir encore le droit d'usage et le droit de propriété. J'allais dire le droit de cuissage. Ça peut se concevoir. Ouais. Le droit d'usage et le droit de propriété. Avec les chemins de servitude. Alors que la révolution du 22 février a rompu, c'est une rupture, et une rupture fondamentale avec l'autre rive de la Méditerranée, dans la domination, dans l'hétéronomie qui existait entre l'Algérie et la France. On a essayé à maintes reprises de rompre, de couper ce cordon ombilical, mais jamais cela n'a pu se faire. Parce qu'aujourd'hui, la population est en train à la fois, bien entendu, de se rassembler, pour ne pas dire de s'unir, et d'aller jusqu'au bout de sa révolution pour devenir autonome. Et s'émanciper des tutelles. Absolument, absolument. Je te rejoins tout à fait. Oui, je voulais juste dire que pour moi, la déclaration de M. Macron, je vais être un peu excessif, je ne le fais pas d'habitude, mais pour moi, c'est de la même veine que le gouvernement Guy Mollet qui a voté les pouvoirs spéciaux. Honnêtement, M. Benchenouf, c'est dramatique qu'un président de la République française puisse, connaissant quand même de manière factuelle, il y a les journaux, il y a les journalistes, il y a ses communicants, il y a ses stratèges, arriver à faire ce type de déclaration, moi, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à me dire quel intérêt pour du blé il peut trouver. Pour le pétrole, il n'y a plus grand-chose à prendre. Pour le gaz, il n'y a plus grand-chose à prendre. On est un pays esselé, on est un pays fauché, on est un pays en crise morale, en crise des institutions, en crise sanitaire, crise économique, crise financière. On est un pays exsangue. Et il faut maintenant cultiver la fraternité entre nous et ne pas lâcher, comme a dit Ibrahim, la révolution. Et arrivera le moment où les comptes seront faits. Je crois que le point nodal, c'est ce qui change, c'est cette révolution qui gêne aussi, parce qu'il y a une révolution, y compris à l'égard de la France. Et moi, c'est pas pour être désagréable à l'égard de mes compatriotes, ici ou là-bas, qui ont en eux, et peut-être nous l'avons tous un petit peu, cette part française de l'Algérie. C'est cette part-là qui est en train de changer et qui est en train elle-même d'être en révolution, de s'émanciper. Et j'allais parler d'ailleurs de la grammaire de l'émancipation que nous connaissons aujourd'hui sur le bout des doigts. Merci à vous deux, Brahim Younsi, Dirou Nouren, merci à Hassan Mouali, merci à Karim Tabou, merci à Zoubida Assoul. Merci de nous avoir éclairés, parce que c'est vrai, et merci d'avoir remis certaines pendules à l'heure pour rappeler que la France, l'Algérie, c'est aussi une histoire de deux peuples. Les Algériens sont des millions à vivre en France, dont beaucoup sont des binationaux. C'est un intérêt primordial. Et des peuples qui ne demandent qu'à vivre en bonne entente, dans des intérêts bien compris, où il n'y a pas de mentalité d'ex-colonisateur et d'ex-colonisé. J'espère que M. Macron mettra en adéquation ses déclarations d'intention avec ses déclarations politiques, parce qu'en l'occurrence, il s'agit d'un peuple libre et d'un peuple qui cherche à se libérer d'une étreinte mortelle, d'un pouvoir mafieux, prédateur, qui a mis le pays à genoux et dont les conséquences vont bientôt se révéler, très désastreuses, et qui pourraient avoir des effets très très graves pour la France elle-même. Merci. On lui fera une bonne bouteille de vin pour y mettre de l'eau dedans. Ah ben voilà. Côté du Zakat. Voilà. Et nous, on mettra de l'eau dans notre elben. Voilà. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Et à demain pour la deuxième partie de cette même émission.